Le détroit d'Ormuz est attaqué, et le marché mondial du pétrole est en feu. Mais le plus grand consommateur de pétrole, les États-Unis, garde son calme à ce sujet. Vous pourriez penser que le plus grand producteur de pétrole est l'Arabie Saoudite, ou le Venezuela. Mais en réalité, l'Amérique est le plus grand producteur de pétrole au monde. Fait surprenant, les États-Unis sont aussi le deuxième plus grand importateur de pétrole brut au monde. On pourrait croire que l'Amérique consomme tout ce pétrole. Mais en réalité, c'est aussi soit le plus grand, soit le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde. Si elle produit autant de pétrole, pourquoi doit-elle encore en importer ? C'est à cause d'un problème étrange. Les États-Unis ne peuvent pas utiliser le pétrole qu'ils produisent. L'écosystème s'est formé dès les années 1700, l'huile de baleine jouant un rôle clé dans la révolution pétrolière. À la fin du siècle, le monde utilisait le charbon. La révolution industrielle était en cours. Les usines étaient en plein essor, les machines à vapeur étaient partout, et tout cela était alimenté par le charbon. À cette époque, presque personne ne pensait au pétrole. Mais ensuite, un problème est apparu. C'était l'huile de baleine. Les gens l'ont utilisée pour allumer leurs lampes et éclairer leurs maisons. Puis elle est vite venue à manquer. Les baleines étaient chassées plus vite qu'elles ne pouvaient se reproduire. Et soudain, une crise de l'éclairage a éclaté. Quelqu'un a trouvé la solution. Extraire du pétrole brut, le raffiner en kérosène et l'utiliser pour éclairer sa maison. Cette idée a discrètement lancé une série d'événements qui influencent toujours le monde. Au milieu des années 1800, une nouvelle méthode de forage permet d'extraire du pétrole brut en Pennsylvanie. Presque du jour au lendemain, la région a été prise de frénésie. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Des foreurs spéculatifs ont envahi la région. La première raffinerie de pétrole américaine a été mise en service en 1861. Cette même année, l'Amérique a expédié son premier baril de pétrole raffiné jusqu'à Londres. L'Amérique ne faisait pas que participer au jeu du pétrole. Elle le dominait. Ou plutôt, je dirais qu'un seul homme le dominait. En 1880, les États-Unis produisaient et raffinaient 85% de l'ensemble de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Le kérosène était devenu la 4e exportation américaine la plus importante. C'était lui qui dirigeait tout. Mais pourquoi ai-je dit qu'un seul homme dominait le pétrole ? Sur le papier, les États-Unis détenaient le monopole. En réalité, une seule personne contrôlait tout. Dans les années 1880, sa société, Standard Oil, possédait 90% de toutes les raffineries américaines, 90% de tous les pipelines et la plus grande flotte de pétroliers au monde. Un homme et une entreprise dominaient presque complètement le pétrole mondial. Il s'appelait John D. Rockefeller. Mais ce super pouvoir est devenu sa plus grande malédiction. Le gouvernement américain l'a finalement traîné en justice en 1906. En 1911, la Cour suprême a forcé Standard Oil à se démanteler. Mais les morceaux qui se sont détachés n'ont pas disparu. Ils sont devenus Chevron, Exxon, Mobil, Conoco et Amoco. Pendant les 6 décennies suivantes, ces entreprises ont discrètement dominé les marchés pétroliers du monde entier. Venons-en à aujourd'hui. Les États-Unis produisent près de 13,5 millions de barils de pétrole brut par jour, loin devant tout autre pays. Près de la moitié de ce pétrole brut provient d'une seule région. Il s'agit du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique. Près de 6,3 millions de barils par jour viennent de cette seule région. Si vous ajoutez Eagle Ford, Bakken et le golfe du Mexique, vous obtenez le système pétrolier le plus productif au monde qui fonctionne à plein régime. La capacité de raffinage est de 18,4 millions de barils par jour. Et en ce qui concerne les réserves, le pétrole prouvé et confirmé récupérable, les États-Unis disposent d'environ 46,4 milliards de barils. Donc, l'Amérique a la production, les réserves, l'infrastructure, et pourtant, elle ne peut toujours pas utiliser le pétrole qu'elle produit. La raison réside dans la complexité du terme pétrole brut. Le pétrole brut ressemble au café. Divers types, différentes transformations, et toutes les machines ne les traitent pas tous. Mettre du café moulu pour expresso dans une cafetière classique ne fera qu'occasionner un gâchis. Le pétrole brut varie selon ses qualités et caractéristiques, et les raffineries sont adaptées à des types tenants précis. On ne peut pas remplacer un type par un autre, car ils ne se valent pas. 2 facteurs déterminent sa qualité, sa viscosité et son niveau d'impureté. L'épaisseur est mesurée sur l'échelle de densité API. Plus le chiffre est élevé, plus le pétrole est léger et fluide. Le pétrole brut léger, supérieur à 31 sur cette échelle, s'écoule facilement et produit beaucoup d'essence et de diesel au raffinage. Le pétrole de schiste américain est ici, tout comme le Brent de la mer du Nord. Plus bas sur l'échelle, le pétrole s'alourdit, s'épaissit et devient plus difficile à manipuler. Tout en bas, en dessous de 10, vous avez du pétrole extra lourd. Si dense qu'il coule dans l'eau, et qu'une partie est presque solide à température ambiante.
La ceinture de l'Orénoque au Venezuela regorge de cette matière qui ne circule dans un pipeline que si elle est chauffée ou mélangée pour la faire couler. Ensuite, il y a le soufre. C'est essentiellement un contaminant présent dans le pétrole qui doit être retiré avant que le carburant puisse être utilisé. Le pétrole avec moins de 0,5% de soufre est appelé brut doux, propre et moins coûteux à raffiner. Au-delà, il est considéré comme brut acide. Votre raffinerie nécessite des équipements spécialisés supplémentaires pour extraire ce soufre. Le pétrole américain est tout simplement parfait. Les champs de schiste américains produisent un pétrole léger et doux, pauvre en soufre, qui s'écoule facilement et qui est relativement propre à traiter. Ça paraît parfait, mais c'est là le problème. Les grandes raffineries de la côte du Golfe, construites dans les années 1980 et 1990, n'ont jamais été prévues pour ce type de pétrole. Elles ont été construites spécifiquement pour traiter du brut lourd et sulfuré, ce pétrole épais, dense et à forte teneur en soufre qui provenait du Canada, du Mexique et du Venezuela à l'époque. Ces raffineries étaient équipées d'appareils très spécifiques et coûteux. On les appelait des coquefacteurs et des hydrocrackers, des machines conçues pour transformer le brut lourd en diesel, kérosène et autres produits à forte valeur ajoutée. C'est cet équipement qui rend ces raffineries rentables. Mais si l'Amérique ne peut pas utiliser son pétrole, où va-t-il ? Les États-Unis exportent leur brut léger vers des raffineries européennes et asiatiques adaptées à ce pétrole. Pour ses propres raffineries, ils importent du brut lourd du Canada, du Mexique et du Venezuela afin de maintenir le bon fonctionnement des raffineries de la côte du Golfe. Actuellement, ces raffineries tournent à 90% de leur capacité, uniquement grâce au brut lourd importé qui les alimente en continu. Vous pourriez dire, d'accord, eh bien, il suffit de moderniser les raffineries, non ? Il suffit simplement de les reconstruire pour qu'elles puissent traiter le brut léger. Mais c'est presque impossible, car cela représente des milliards de dollars, près d'une décennie de travaux, des années d'obtention de permis, et un pari financier énorme sur une industrie dont le monde essaie lentement de s'éloigner. Donc, l'une des deux raisons essentielles est qu'en 2026 personne ne veut investir autant d'argent dans des infrastructures liées aux combustibles fossiles. Ce n'est tout simplement pas un risque que beaucoup sont prêts à prendre. Le problème géographique aggrave la situation. La côte du Golfe et le Midwest sont très connectés, avec de nombreux pipelines, raffineries et des décennies d'infrastructures. Mais sur la côte Est, des endroits comme la Nouvelle-Angleterre, la Floride et certaines parties de la côte Ouest comme l'Oregon sont en fait isolés de l'approvisionnement national. Il manque de pipelines entre ces régions et les champs de schiste du centre du pays. Transporter du pétrole par train ou bateau jusqu'à ces régions coûte si cher, selon la loi américaine, qu'il est plus rentable pour elles d'importer depuis l'étranger. Il ne s'agit pas ici des pays auxquels on pense d'abord, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou Oman. La plupart des importations américaines ne viennent pas du Moyen-Orient. Environ 70% du brut importé provient du Canada et du Mexique. En gros, nos voisins. Ce vaste système énergétique nord-américain intégré offre aux États-Unis une protection face à l'instabilité au Moyen-Orient. Du moins, c'est ce que pensent les gens. Une raison évidente est que lorsque les prix mondiaux augmentent, les prix du marché libre augmentent aussi. L'Amérique subira malgré tout certaines conséquences. Mais le vrai problème est plus large. L'Arabie Saoudite, par exemple, produit un pétrole de qualité moyenne à faible teneur en soufre. Mais leur super pouvoir réside dans le fait qu'il ne leur en coûte que 3 à 5 dollars le baril pour l'extraire du sol. C'est presque rien du tout. L'Iran produit le brut lourd iranien, un brut complexe que seules certaines raffineries, conçues pour lui, peuvent traiter et difficilement trouver ailleurs. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole, mais il s'agit principalement de brut extra lourd et ultra acide issus de la ceinture de l'Orénoque. L'extraction et la transformation de ce pétrole pour le rendre utilisable coûtent entre 25 et 35 dollars le baril. C'est 8 à 10 fois plus cher que le pétrole saoudien. Mais le vrai choc concerne les chiffres du pétrole de schiste américain. Aux États-Unis, les nouveaux puits ne sont rentables qu'à partir de 61 à 70 dollars le baril. Quand les prix mondiaux passent sous ce seuil, les producteurs américains de pétrole de schiste perdent de l'argent en continuant à exploiter. Il ne s'agit pas seulement de la quantité de pétrole d'un pays, mais aussi de son type, de son coût de production et de la demande spécifique des raffineries. Donc, des prix du pétrole plus élevés semblent être une excellente nouvelle pour les producteurs américains. Et dans une certaine mesure, c'est le cas. Les bénéfices augmentent lorsque le brut se vend plus cher. Des prix trop élevés nuisent à l'économie et réduisent la demande. Ainsi, la zone idéale pour les entreprises américaines de schiste est entre 70 et 90 dollars le baril. Assez élevé pour faire un bon bénéfice, sans que la demande chute,
Mais combien de temps ce jeu autour du pétrole va-t-il durer? Il finira par être remplacé, non? Dès que Donald Trump a gagné l'élection de 2024, la politique énergétique américaine a radicalement changé. Dès le premier jour, il a signé un décret, libérer l'énergie américaine. Le nom parle de lui-même. L'objectif n'est pas l'équilibre ni la transition. Domination énergétique totale et assumée. À quoi cela ressemble concrètement? Plus de 13 milliards de dollars alloués par l'administration précédente au programme climatique ont été immédiatement retirés et rendus au Trésor. Le programme de 7,5 milliards de dollars pour les bornes de recharge est annulé, et les obligations contraignant les constructeurs à abandonner les moteurs à combustion sont supprimées. Près de 6000 permis de forage sur terres fédérales ont été approuvés la première année. C'était une hausse de 55% par rapport à l'année précédente. L'Amérique ne ralentit pas sur le pétrole, elle va encore plus fort. Et le 11 mars 2026, le président Donald Trump s'est tenu devant les caméras et a annoncé une raffinerie de pétrole historique de 300 milliards de dollars au Texas. Elle était soutenue par le milliardaire le plus puissant d'Inde, Mukesh Ambani, et son entreprise Reliance Industries. Mais voilà, cette annonce ne sortait pas de nulle part. Juste 2 jours plus tôt, le 9 mars, alors que les tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis atteignaient un point critique et que beaucoup craignaient une guerre totale, Trump a déclaré que les États-Unis envisageaient sérieusement d'attaquer l'Iran et de prendre le contrôle de son pétrole. Si vous remontez seulement de quelques mois, le 3 janvier 2026, les États-Unis ont mené une opération militaire au Venezuela. Aujourd'hui, l'Amérique contrôle les réserves pétrolières du Venezuela, parmi les plus grandes mondiales. Donc, si vous prenez du recul et regardez le tableau d'ensemble, un schéma commence à se dessiner. Un schéma difficile à ignorer. Chaque grande manœuvre des États-Unis sur l'échiquier mondial semble finir près d'un champ pétrolier. La réserve stratégique de pétrole est un élément clé, comparable au compte d'épargne pétrolier d'urgence de l'Amérique. Un immense système de stockage souterrain est là précisément pour les moments où l'approvisionnement mondial est perturbé et où le pays a besoin d'un coussin de sécurité. En 2022, cette réserve a été réduite de 180 millions de barils. Ce fut le plus grand déblocage de son histoire, simplement pour stabiliser les prix pendant le choc Russie-Ukraine. Cela l'a fortement entamé. Donc en 2025, le remplissage a commencé. L'objectif est d'atteindre 430 millions de barils d'ici la fin 2026. En février 2026, il y a 415 millions de barils, ce qui suffit à couvrir environ 125 jours d'importation, si l'approvisionnement venait soudainement à disparaître. Actuellement, 2 pays dominent la scène pétrolière mondiale, l'Amérique et l'Iran, non pour un conflit, mais en raison du contrôle pétrolier exercé par l'Amérique depuis des décennies. Aujourd'hui, l'Amérique est impliquée, directement ou indirectement, dans presque tous les pays riches en pétrole, une domination qui peut sembler récente, mais dont les racines remontent à de nombreuses décennies. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, le pétrole a complètement changé d'identité. Il a cessé d'être simplement un carburant pour devenir une nécessité militaire. Les navires en avaient besoin, les avions en avaient besoin. Les chars ne pouvaient pas avancer sans lui. Celui qui contrôlait le pétrole contrôlait la guerre. L'Allemagne a visé le pétrole américain, destiné à la Grande-Bretagne et à la France, causant de graves pénuries chez les Alliés. En 1917, dès l'entrée en guerre de l'Amérique, le gouvernement a veillé à maintenir l'approvisionnement en pétrole à ses alliés. Ce fut le tournant, le moment où Washington a cessé de rester en retrait et est devenu une force directe dans la politique pétrolière mondiale. Après la guerre, la concurrence pour le pétrole étranger s'est intensifiée. La Grande-Bretagne et la France ont voulu exclure les compagnies américaines du Moyen-Orient, mais Washington a réagi aussitôt. Ils ont nommé cela la politique de la porte ouverte. Chaque entreprise, de tout pays, devait pouvoir concourir équitablement pour les contrats pétroliers. Mais cet idéalisme a vite disparu. Parce qu'à huis clos, 7 grandes compagnies pétrolières, dont 5 américaines, ont tracé une ligne sur une carte couvrant la majeure partie de l'ancien empire ottoman, de la Turquie à l'Irak, et à travers le Moyen-Orient. Dans cette zone, ils ont accepté de ne pas se concurrencer et de la contrôler ensemble, discrètement. Ils l'ont nommé l'accord de la ligne rouge de 1928. Au début des années 1930, ces compagnies contrôlaient une grande partie de la production pétrolière régionale. Puis vint le moment qui a défini la politique étrangère américaine au Moyen-Orient pour des générations. En 1951, le premier ministre iranien, Mohammad Mossadegh, fit quelque chose qui choqua le monde occidental. Il nationalisa l'industrie pétrolière iranienne. En gros, il reprit le contrôle du pétrole. La réponse de la Grande-Bretagne fut un embargo total. Et puis, en août 1953,
L'armée iranienne, soutenue directement par les services de renseignement britanniques et américains, renversa Mossadegh et remit le Shah au pouvoir. Un nouveau consortium, composé principalement de sociétés américaines, prit le relais pour gérer les opérations pétrolières iraniennes, et le message envoyé à toutes les autres nations productrices de pétrole dans le monde était « On ne peut plus clair, ne touchez pas au pétrole ». Mais le reste du monde observait, et il était furieux. En 1960, les nations arabes, fatiguées que les compagnies pétrolières occidentales baissent les prix sans les consulter, voyaient ainsi diminuer leurs revenus essentiels. Elles en avaient assez. Alors l'Iran, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Venezuela et l'Irak se sont réunis à Bagdad. Et le 14 septembre 1960, ils ont fondé l'OPEP. Et là, ça a été créé spécifiquement comme contrepoids à la domination pétrolière occidentale. Durant ces premières années, Washington ne l'a presque pas prise au sérieux. Cela s'est avéré être une grosse erreur. Dans les années 1980, Reagan a totalement déréglementé les prix du pétrole brut en 1981. La production hors OPEP a augmenté, et la consommation de pétrole a baissé à cause des prix élevés. En 1982, les États-Unis n'importaient plus qu'environ 28% de leur pétrole, contre plus de 45% quelques années auparavant. On a brièvement l'impression que l'Amérique retrouve une certaine indépendance énergétique. Et puis la révolution du schiste a eu lieu, et a frappé comme jamais le monde pétrolier ne l'avait vu auparavant. Les producteurs de pétrole américains ont commencé à inonder le marché mondial avec leur production. Et à la fin de 2014, les prix du pétrole se sont effondrés, passant de plus de 100 $ le baril à moins de 75, et ils continuaient de baisser. Alors l'OPEP s'est affolé. Ils se sont réunis à Vienne, et malgré les membres qui suppliaient de réduire la production pour stopper l'hémorragie, l'Arabie Saoudite a poussé le groupe à continuer de pomper à pleine capacité, soit 30 millions de barils par jour. Ils voulaient étouffer les producteurs américains de schiste sous une vague de pétrole bon marché. Les prix sont tombés sous 50 $ le baril début 2015. C'est devenu une vraie guerre des prix du pétrole, se déroulant en temps réel sur la scène mondiale. L'Amérique ne s'est pas effondrée, elle s'est adaptée, est devenue plus efficace, et a survécu à chaque coup. Aujourd'hui, l'une des principales raisons de son implication dans la guerre est le pétrole. Début 2026, les tensions au Moyen-Orient ont menacé la sécurité énergétique américaine. Décrets, forages accrus, reconstitution des réserves et pression sur l'Iran et le Venezuela composent une stratégie claire. Contrôler l'approvisionnement, le prix, et exercer de l'influence. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une frappe aérienne sur l'Iran. Et il ne s'agissait pas de petites cibles militaires. Les frappes auraient tué le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. L'Iran a réagi rapidement. Des centaines de drones et missiles ont été lancés vers Israël et les bases américaines régionales. Et ensuite, l'Iran fait la seule chose que le monde entier redoutait. Il déclare le détroit d'Ormuz fermé. Le détroit d'Ormuz est en gros une étroite bande d'eau entre l'Iran et Oman. Cela ne semble pas important jusqu'à ce que vous réalisiez que 22 millions de barils de pétrole y passent chaque jour. C'est à peu près 20% de l'approvisionnement énergétique mondial qui passe par ce seul point d'étranglement. Les gardiens de la révolution iranienne ont lancé un avertissement. Tout navire qui tentera de passer sera incendié. La marine américaine affirme que le passage est légalement ouvert, mais il y a une grande différence entre être légalement ouvert et être réellement sûr pour naviguer. Le trafic maritime s'est effondré de plus de 90%. Le détroit est, en pratique, fermé, et la situation n'a cessé d'empirer. L'île de Karg en Iran, qui gère 90% des exportations de pétrole iraniennes, est touchée par des explosions. Des drones iraniens attaquent la raffinerie de Ras Tanura en Arabie Saoudite le 2 mars. Les Saoudiens ont abattu la plupart des missiles, mais les dégâts causés par les éclats étaient suffisamment graves pour que l'ensemble de l'installation, d'une capacité de 550 000 barils par jour, doive être fermée, la mettant de fait hors service. Les terminaux GNL du Qatar ont aussi été arrêtés. En moins d'une semaine, une quantité stupéfiante de l'approvisionnement énergétique mondial a tout simplement disparu. Comme nous le voyons en 2026 lorsque l'instabilité augmente, même ce coussin énergétique semble dangereusement mince. Le premier producteur mondial de pétrole dépend des importations, non par manque, mais suite à des choix faits il y a des décennies. Choix du type de raffinerie, de leur emplacement et du pétrole traité. Ces décisions ont piégé l'Amérique dans un système dont elle ne peut vraiment s'échapper. Quand on est aussi dépendant, contrôler la gestion du pétrole par d'autres pays devient alors crucial. Les marchés pétroliers paniquent. Le Brent atteint 119,50 $ le baril, un record depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et si cela continue, les analystes disent que les prix pourraient atteindre 215 $ le baril. Je le répète, 215 $ le baril.
Ce n'est pas seulement une question de faire le plein de votre voiture. Le pétrole influence le coût de presque tout. La nourriture, les vols, la fabrication, le transport maritime. Quand le pétrole grimpe aussi fort, tout devient plus cher en même temps. Les économistes prononcent maintenant le mot que personne ne veut entendre, la stagflation. Les prix augmentent, les emplois diminuent, et il n'y a pas de solution facile. La dernière fois que le monde a connu cela remonte aux années 1970. Les pays asiatiques, comme l'Inde et la Chine, sont particulièrement touchés. Plus de la moitié du pétrole brut indien transite par le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une petite exposition, c'est une exposition massive. Et partout en Asie et en Afrique, c'est encore plus difficile, car les monnaies de ces pays s'affaiblissent déjà face au dollar, ce qui signifie que le pétrole devient encore plus cher localement que ne l'indiquent les prix mondiaux. Même aux États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, les gens le ressentent. Une hausse de 10 $ du brut augmente d'environ 25 centimes le prix du gallon d'essence. En février 2026, 92 000 emplois ont déjà été perdus alors que la hausse des coûts de l'énergie pèse sur l'économie réelle. Et voici la réalité brutale. Il n'existe aucun plan de secours assez grand. Aucun oléoduc sur Terre ne peut remplacer 20 millions de barils par jour. Les réserves stratégiques offrent un répit, mais ne suffisent pas si la situation dure des mois. Voici la réalité lorsque la dépendance énergétique s'effondre. Ce n'est pas un graphique dans un manuel d'économie, c'est une crise réelle, débutant par une étroite bande d'eau et finissant par affecter prix alimentaires, billets d'avion et emplois à l'autre bout du monde. L'Amérique représente environ 12% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre, et en 2025, ces émissions ont augmenté de près de 2,4% en une seule année. Le pétrole et le gaz, en hausse. Le charbon, en hausse de 7,5%. Cela se produit exactement au moment où le monde est censé aller dans l'autre direction. Ce n'est pas seulement la combustion du carburant qui cause des dégâts. La production elle-même libère du méthane, qui est bien plus puissant que le CO2 à court terme. Ces fuites rendent les exportations de GNL 33% plus nocives pour le climat que le charbon sur 20 ans. En 2022, l'administration Biden a adopté l'Inflation Reduction Act, mobilisant environ 1000 milliards de dollars pour l'énergie propre et mettant les États-Unis sur la voie d'une réduction des émissions de 33 à 40% d'ici 2030. L'EPA a introduit des règles sur le méthane, visant une réduction de 80% des émissions du pétrole et du gaz. Cela semblait un vrai changement à un instant. Mais ensuite, 2025 arrive. Les effectifs de l'EPA ont été réduits de 20%. Le financement des énergies propres a été gelé, les taxes sur le méthane supprimées, et des années de réglementation démantelées en quelques mois. Et les effets sont déjà visibles chez nous. Davantage de forages entraînent plus de pollution de l'air, d'incendies, d'inondations et de vagues de chaleur. L'essor économique à court terme est réel, mais les coûts à long terme le sont aussi. De plus, il y a l'aspect mondial. Les exportations américaines de pétrole et de gaz devraient générer environ 710 millions de tonnes supplémentaires de gaz à effet de serre d'ici 2050. Tout pays qui s'enferme dans l'importation de combustibles fossiles américains retarde sa transition vers les énergies renouvelables. La fenêtre pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement devrait maintenant se refermer d'ici 2030 si les tendances actuelles se maintiennent. La production offrant à l'Amérique un levier géopolitique, les exportations rendant les marchés mondiaux dépendants de l'approvisionnement américain, et la stratégie renforçant le pétrodollar, tout cela accélère une crise qu'aucune force militaire ou financière ne peut vraiment résoudre. Actuellement, le monde observe de près comment et quand ces tensions s'apaiseront, ainsi que les stratégies précises des États-Unis. Début 2026, des efforts diplomatiques et des négociations ont eu lieu entre Washington et Téhéran, avec des discussions dans des lieux comme Genève et Mascate visant à limiter les activités nucléaires et à apaiser les hostilités. Cependant, la méfiance mutuelle, des intérêts régionaux concurrents et des engagements militaires en cours rendent tout résultat incertain. Certains analystes estiment qu'un règlement négocié, de nouvelles discussions ou un cadre convenu pourrait réduire le conflit, mais d'autres préviennent que sans incitation et garantie claire, l'escalade pourrait continuer. En fin de compte, la durée et l'évolution du conflit dépendront d'un mélange complexe de diplomatie, de développement militaire, de politiques internes dans les deux pays et des réactions des autres puissances mondiales, des facteurs que seuls les événements futurs révéleront pleinement.